Je suis un utilisateur régulier de Reddit, passionné par les coins sombres de l'Internet. Un soir, ma curiosité m'a conduit sur un site de la Deep Web où j'ai découvert une retransmission en direct. Mais en regardant de plus près, je me suis rendu compte que la caméra filmait depuis chez moi. Je suis quelqu'un de curieux, toujours à la recherche de nouvelles expériences en ligne. Reddit est ma plateforme de prédilection, surtout quand il s'agit de plonger dans les discussions sur les mystères de la Deep Web. Pour ceux qui ne le savent pas, la Deep Web est cette partie cachée de l'Internet, là où tout n'est pas indexé par les moteurs de recherche habituels. C'est un monde parallèle numérique, regorgeant de forums obscurs, de sites illégaux et de retransmissions en direct dont personne ne connaît l'origine. Certains appellent cela un terrain de jeu pour les hackers, d'autres, un piège mortel. Je dois avouer que la Deep Web m'a toujours fasciné, mais pas pour les raisons que l'on pourrait croire. Je n'ai jamais cherché à acheter quelque chose d'illégal ou à plonger dans des activités criminelles. Ce qui m'intriguait, c'était l'inconnu. L'idée qu'il existe des mondes cachés derrière l'écran, accessibles uniquement par ceux qui savent vous regarder. Une sorte de frisson intellectuel, si on veut. Je me souviens très bien de cette soirée. J'étais assis dans ma chambre, devant mon ordinateur, comme d'habitude, parcourant un subreddit dédié aux expériences sur la Deep Web. Les gens partageaient des liens bizarres, des captures d'écran de sites macabres, des récits d'expériences presque surnaturelles. Je n'y croyais pas vraiment, pensant que la plupart de ces histoires étaient exagérées, mais c'était divertissant, un passe-temps nocturne. C'est alors que je suis tombé sur un commentaire intrigant. Un utilisateur anonyme avait posté un lien avec une simple phrase. « Pour les vrais, regardez ça ». Le lien menait à un site sans nom, avec seulement une adresse cryptée. Pas d'explication, pas de détails. Juste un avertissement voilé, comme si ce site était réservé à ceux qui osaient aller au-delà des simples récits effrayants. Je savais que c'était probablement une mauvaise idée, mais ma curiosité m'a poussé à cliquer. Après tout, combien de fois avais-je déjà exploré des recoins douteux de la Deep Web sans jamais rien trouver de vraiment effrayant? Peut-être que cette fois, ce serait différent. En cliquant sur le lien, j'ai été redirigé vers une page au design rudimentaire, comme la plupart des sites de la Deep Web. Pas de fioritures, juste un fond noir avec une fenêtre de vidéo au centre. Aucun titre, aucune description. Le flux était déjà en direct, mais il n'y avait ni son ni chat actif. Juste une image floue d'une pièce faiblement éclairée. Je me suis demandé si c'était un autre canular ou une vidéo préenregistrée, comme on en voit souvent, mais quelque chose dans ce flux semblait différent. La pièce filmée était banale, presque ennuyante. Les murs étaient nus. Les meubles basiques, une table, quelques chaises, une étagère à moitié remplie. L'image bougeait légèrement, comme si la caméra était installée quelque part, surveillant cette scène inerte. Rien ne se passait, et pourtant, je ne pouvais détacher mes yeux de l'écran. Une étrange tension flottait dans l'air, comme si j'attendais que quelque chose se produise, sans savoir quoi. Au bout de quelques minutes, j'ai commencé à remarquer des détails. Une lampe à gauche, légèrement vacillante. Une petite plante dans un coin, placée de manière désordonnée, comme si quelqu'un l'avait posée là sans réfléchir. C'étaient des détails si ordinaires, mais ils me mettaient mal à l'aise, sans que je puisse expliquer pourquoi. Et puis, c'est arrivé. J'ai reconnu un objet sur la table. Une tasse blanche avec une fissure sur le côté. Identique à celle que j'utilise tous les matins. Mon cœur a manqué un battement. Ça doit être une coïncidence, me suis-je dit, essayant de me rassurer. Pourtant, plus je regardais, plus les détails m'apparaissaient étrangement familiers. J'ai agrandi la vidéo, scrutant chaque centimètre de l'image. Puis, j'ai vu quelque chose qui m'a glacé le sang. Un cadre photo sur l'étagère du fond. À cette distance, l'image était floue, mais je savais exactement ce que contenait ce cadre. C'était une photo de famille, la mienne. La pièce que je regardais à travers cet écran n'était pas quelconque, c'était ma chambre. Pendant un moment, je suis resté là, figé devant l'écran, incapable de respirer. Mon esprit refusait d'accepter ce que mes yeux voyaient. Comment cela pouvait-il être possible? J'étais assis dans ma propre chambre, en train de regarder un flux en direct qui provenait de ma chambre.
Chaque détail que je n'avais d'abord perçu que vaguement, maintenant se cristallisait sous mes yeux avec une clarté terrifiante. Ce n'était pas juste une ressemblance. C'était bel et bien ma chambre. Mon espace personnel, filmé en temps réel, à mon insu. Je me suis levé d'un bond, la chaise grinçant bruyamment derrière moi. Mon premier réflexe a été de regarder autour de moi, comme si je m'attendais à trouver une caméra cachée dans un coin de la pièce. Mais tout semblait normal, exactement comme je l'avais laissé. Pas de signe d'intrusion, rien de déplacé. Pourtant, le flux en direct sur mon écran ne mentait pas. Il montrait ma chambre, ma vie privée exposée, et je ne savais même pas depuis combien de temps cela durait. Je me suis approché de mon ordinateur, les mains tremblantes, et j'ai regardé la petite lumière de ma webcam. Elle était éteinte. Comment cela pouvait-il se produire, sans que je le remarque? J'ai cliqué frénétiquement sur tous les programmes ouverts, vérifiant mes paramètres de sécurité, mais tout semblait en ordre. Aucun signe d'un quelconque accès non autorisé. Et pourtant, là, sur ce site anonyme de la Deep Web, quelqu'un regardait à travers mes yeux, à travers ma propre webcam. L'angoisse a commencé à monter en moi. Je me suis mis à imaginer toutes les fois où j'avais laissé mon ordinateur allumé, toutes les fois où j'avais agi comme si j'étais seul, alors qu'en réalité, quelqu'un observait chacun de mes mouvements. Ce sentiment d'être exposé, vulnérable, me glaçait jusqu'à l'os. La paranoïa s'est installée. Je me suis demandé si cette personne pouvait m'entendre, me voir en cet instant, et surtout, qui c'était. Je me suis précipité vers la webcam, les débranché d'un coup sec, et j'ai retourné l'écran de l'ordinateur, le pointant vers le mur, comme si cela pouvait effacer ce qui venait de se passer. Mais c'était trop tard. Je savais déjà que quelque chose d'horrible était en train de se jouer, et que j'étais au cœur de ce cauchemar. Même après avoir débranché la webcam, l'angoisse ne me quittait pas. Une sensation oppressante, comme si des yeux invisibles continuaient à me surveiller, s'était incrustée dans chaque recoin de mon esprit. Je faisais les 100 pas dans ma chambre, essayant de comprendre comment c'était possible. Comment quelqu'un avait pu s'introduire dans mon ordinateur sans que je ne m'en aperçoive? Et pourquoi moi? Je me suis assis de nouveau, respirant profondément pour tenter de calmer mes nerfs. Mais rien ne pouvait apaiser cette peur viscérale. L'idée que quelqu'un puisse avoir eu accès à ma vie privée pendant des jours, des semaines, voire des mois, me rendait malade. Chaque détail intime que j'avais partagé avec mon espace, mes moments de vulnérabilité, mes conversations personnelles, mes habitudes quotidiennes, tout cela avait été exposé, analysé, possiblement partagé. Je me suis mis à fouiller frénétiquement sur Internet, essayant de trouver une explication. Des forums de cybersécurité, des discussions Reddit sur les intrusions de webcam, tout ce que je pouvais trouver. Mais rien ne me rassurait. La plupart des cas rapportés étaient des piratages mineurs, souvent causés par des logiciels malveillants facilement détectables. Pourtant, dans mon cas, tout semblait en ordre. Pas de virus, pas d'activité suspecte. C'était comme si cette intrusion avait été si sophistiquée qu'elle était indétectable. Chaque bruit dans l'appartement prenait une nouvelle dimension. Le craquement du plancher, habituellement anodin, devenait soudainement sinistre. Le léger bourdonnement du frigo me faisait sursauter. Et puis, il y avait ces légers grincements dans le couloir, à peine audibles, mais bien réels. Je me suis demandé si je devenais paranoïaque, si mon esprit jouait des tours à cause du stress. C'est alors que j'ai commencé à entendre des bruits encore plus distincts. Comme des pas, lents et mesurés, qui semblaient venir de l'autre côté de ma porte. Mon cœur s'est mis à battre si fort que je pouvais l'entendre résonner dans mes oreilles. Je me suis figé, à l'écoute, me demandant si c'était mon imagination ou si quelqu'un était réellement là, juste derrière la porte. Le silence qui a suivi a été encore plus terrifiant. Je me suis approché de la porte, tentant de maîtriser ma respiration, et j'ai jeté un coup d'œil par le judas. Rien. Le couloir était vide, mais la sensation d'être observé n'avait pas disparu. Au contraire, elle s'intensifiait. Et si la personne qui m'observait n'était pas seulement à l'autre bout d'un écran? J'étais pétrifié, l'esprit envahi par des scénarios de plus en plus terrifiants. J'avais besoin de réponses. Il fallait que je sache qui se cachait derrière cette intrusion. Mais une partie de moi savait déjà que la réponse que je cherchais serait bien pire que tout ce que j'imaginais.
Je me suis assis devant mon ordinateur, décidé à retourner sur ce site maudit. Je devais voir si le flux vidéo continuait, malgré le fait que j'avais débranché ma webcam. En rebranchant l'appareil, un frisson glacial m'a parcouru l'échine. La page était encore ouverte et la vidéo était toujours en direct. Mais cette fois, quelque chose était différent. L'angle de la caméra avait légèrement changé, comme si quelqu'un l'avait ajusté pour avoir une meilleure vue. Le flux montrait à nouveau ma chambre, mais il y avait une nouveauté terrifiante. Moi. J'étais là, assis devant mon écran, regardant mon propre reflet dans cette retransmission en direct. C'était comme une distorsion cauchemardesque, un miroir infini dans lequel je me voyais observer l'horreur en temps réel. Mon souffle s'est coupé. Comment cela pouvait-il être possible? Ma webcam était désactivée, débranchée, tout était censé être sous contrôle. Alors d'où venait ce flux? Et surtout, qui le contrôlait? Soudain, une légère vibration secoua mon téléphone sur le bureau. C'était un message anonyme. Pas de numéro, pas de nom. Juste un texte. Sympa, n'est-ce pas? Tu ne t'en es même pas rendu compte. Je sentis mon sang se glacer. Ce n'était plus une simple violation de ma vie privée. C'était un jeu pervers, une démonstration de contrôle absolu. J'ai regardé autour de moi, sentant cette présence invisible envahir l'air de la pièce. J'avais l'impression que quelqu'un était là, avec moi, me surveillant de plus près que jamais. Avant que je ne puisse réfléchir à quoi faire, un nouveau message est apparu sur mon téléphone. « Regarde sous ton lit. » Mon cœur s'est arrêté. Chaque instinct en moi criait de ne pas obéir, mais c'était plus fort que moi. Tremblant, je me suis levé lentement, mes jambes devenant molles sous la terreur qui m'envahissait. Je me suis approché de mon lit, hésitant. Puis, rassemblant tout mon courage, je me suis penché pour regarder. Il n'y avait rien. Ou du moins, c'est ce que j'ai pensé au début. Mais en regardant plus attentivement, j'ai remarqué quelque chose d'anormal. Une petite lumière rouge, à peine visible, clignotait dans l'obscurité. Mon cerveau mit quelques secondes à comprendre ce que c'était. Une autre caméra. Quelqu'un m'avait placé sous surveillance depuis des jours, peut-être des semaines. Cette réalisation m'a frappé comme un coup de poing. Ce n'était plus seulement une question de deep web ou de piratage. Quelqu'un était entré dans ma maison, avait placé cette caméra sous mon lit, avait observé chaque aspect de ma vie. Et maintenant, cette personne jouait avec moi. Je me suis redressé précipitamment, le souffle coupé, me sentant piégé, traqué. Et c'est à ce moment-là que j'ai entendu la porte de ma chambre grincer doucement derrière moi. Je m'appelle Clara, et je vis seule avec mon fils, Hugo, qui a 3 ans. Notre maison est petite, mais parfaite pour nous deux. Cela fait maintenant 6 mois que nous avons déménagé ici, dans ce quartier calme et éloigné du centre-ville. Hugo et moi avons rapidement trouvé notre routine, entre l'école maternelle pour lui et mon travail à distance. Tout était normal, paisible. La nuit, j'utilise une application sur mon téléphone pour surveiller notre sommeil. Cela a commencé il y a quelques mois, lorsque Hugo a commencé à faire des cauchemars. L'application détecte les sons et enregistre tout ce qui se passe la nuit. C'est pratique. Cela me permet de vérifier si tout va bien, sans avoir à me lever constamment pour écouter à travers les murs. Généralement, je retrouve des enregistrements de Hugo qui bouge dans son lit, ou parfois moi, parlant dans mon sommeil. Rien d'inquiétant. Je me souviens très bien de cette nuit-là. C'était une journée ordinaire, sans événement particulier. Après avoir couché Hugo, je me suis installé dans mon lit, fatigué. La brise légère passait par la fenêtre entr'ouverte et je me suis laissé emporter par le sommeil, comme d'habitude. Il était environ 22 heures. La nuit s'est déroulée sans encombre, du moins c'est ce que je pensais. Je me suis réveillé le lendemain matin, sans me douter de quoi que ce soit. Comme d'habitude, j'ai pris mon téléphone pour vérifier l'application de surveillance. J'aime bien écouter les bruits de la nuit, surtout pour m'assurer qu'Hugo n'a pas fait de cauchemar. J'ai commencé à faire défiler l'enregistrement. Il y avait les sons habituels. Le matelas qui grince légèrement lorsque je bouge, la respiration régulière de mon fils à travers les murs fins de la maison, et parfois quelques petits bruits d'objets qui se déplacent à cause du vent. Rien d'étrange, jusqu'à ce que j'atteigne un moment, aux alentours de 3 heures du matin. C'est là que j'ai entendu quelque chose qui m'a glacé le sang.
D'abord, il y a eu un silence pesant, comme si tout s'était arrêté pendant quelques secondes. Puis, j'ai entendu ma propre voix. Elle était légèrement endormie, pâteuse, comme si je parlais en rêve. « Qu'est-ce que tu fais ?» ai-je murmuré. C'est ce qui est venu après qui a fait bondir mon cœur dans ma poitrine. Une voix masculine, basse et calme, a répondu « Rien ». Je me suis figé. Il n'y avait personne d'autre dans la maison cette nuit-là. Mon cœur battait la chamade alors que je replayais cette phrase dans ma tête, presque incapable de croire ce que j'avais entendu. La voix était si claire, si distincte, qu'il ne pouvait y avoir aucune ambiguïté. Qui était cet intrus, et comment était-il entré chez nous? Mon esprit s'emballait à une vitesse folle. Je voulais rationaliser la situation, mais chaque nouvelle pensée ne faisait qu'alimenter mon angoisse. Je me suis précipité hors de mon lit, les pieds nus sur le sol froid. La maison était silencieuse, mais j'avais l'impression que quelque chose se cachait dans l'ombre. J'ai d'abord couru dans la chambre de Hugo, le trouvant endormi paisiblement. Je l'ai observé pendant un moment, sa petite poitrine se soulevant doucement au rythme de sa respiration. C'était un soulagement, mais cela ne faisait qu'ajouter à la terreur qui me rongeait. Je suis retourné dans ma chambre, le téléphone à la main, mon esprit tourbillonnant. J'ai vérifié toutes les fenêtres et les portes, les touchant pour m'assurer qu'elles étaient bien verrouillées. Rien ne semblait déplacé. Aucun signe d'effraction, rien. Mais la voix continuait de résonner dans ma tête, m'obsédant comme un refrain de cauchemar. Comment pouvait-il avoir accès à notre maison sans que je m'en rende compte? Je me suis assise sur le bord de mon lit, les mains tremblantes. J'ai écouté à nouveau l'enregistrement, espérant que ce ne serait qu'un mauvais rêve, une illusion provoquée par mon esprit fatigué. Mais la voix était là, plus réelle que jamais. Elle m'a parlé alors que je dormais, dans un espace que je pensais être en sécurité. Ce simple mot, rien, a pris une ampleur terrifiante. Que voulait-il dire par là? Que faisait-il chez nous? Je me suis forcé à réfléchir calmement, mais la peur m'étouffait. Je devais agir. Mais comment affronter une menace que je ne pouvais même pas voir? Avec le cœur lourd de peur et de confusion, j'ai pris une décision. Je ne pouvais pas rester dans l'ignorance, je devais comprendre ce qui s'était passé. Après avoir vérifié une dernière fois que toutes les fenêtres étaient bien fermées et que les portes étaient verrouillées, je suis allé dans la cuisine pour faire un café. L'odeur du café qui se diffusait dans la maison m'a un peu réconforté, mais cela ne pouvait pas apaiser le tumulte dans mon esprit. Je savais que je ne pouvais pas rester seul avec mes pensées. J'ai décidé de partager ce que j'avais vécu avec une amie proche, Sarah, qui avait toujours été là pour moi dans les moments difficiles. En discutant avec elle au téléphone, j'ai essayé de garder ma voix calme, mais l'angoisse était palpable. Je lui ai expliqué ce qui s'était passé, comment j'avais entendu cette voix pendant que je dormais, mais elle a pris ça à la légère, pensant que je devais être simplement fatigué. « Clara, tu sais comment ça peut être, surtout après une nuit sans sommeil, a-t-elle dit. Peut-être que tu as juste rêvé, ça arrive à tout le monde. » Mais je savais que ce n'était pas un rêve. Les événements suivants ne faisaient que renforcer mes doutes. Les nuits passaient, et bien que je m'efforçasse de rester vigilante, chaque petit bruit dans la maison me faisait sursauter. J'ai commencé à entendre des craquements dans les murs et des murmures que je n'avais jamais remarqués auparavant. Le moindre mouvement me plongeait dans un état de panique. Mon sommeil était devenu un luxe que je ne pouvais plus me permettre. Dans ma quête de sécurité, j'ai décidé d'installer des caméras de surveillance. Peut-être que je pourrais capturer quelque chose, prouver à moi-même que je n'étais pas folle. J'ai passé la journée à les installer dans chaque pièce de la maison, m'assurant qu'elles couvraient tous les angles possibles. Chaque fois que je cliquais sur le bouton « Enregistrer », une part de moi espérait que je n'aurais rien à voir. La première nuit avec les caméras installées, je me suis couché avec un sentiment d'espoir. Si je pouvais voir la nuit de mes propres yeux, peut-être que cela apaiserait mes craintes. Mais au fond de moi, une ombre de terreur persistait, me faisant douter que je serais vraiment à l'abri. Je savais que le danger pouvait être sournois, se faufilant dans les interstices de l'obscurité, et que je n'étais pas encore au bout de mes peines.
La nuit suivante, je me suis blotti dans mon lit, les yeux rivés sur le plafond, attendant avec impatience le matin où je pourrais enfin revoir les enregistrements des caméras. J'étais épuisé, mais l'angoisse me tenait éveillé. Les heures semblaient s'étirer, et chaque son dans la maison me faisait sursauter. J'avais presque peur de fermer les yeux, de craindre que quelque chose se produise pendant mon sommeil. Finalement, l'aube est arrivée, et je me suis levé avec l'angoisse au ventre. J'ai téléchargé les enregistrements des caméras, mon cœur battant la chamade alors que je m'installais devant l'ordinateur. Je savais que je faisais face à l'inconnu, mais j'espérais secrètement que je n'y trouverais rien d'inquiétant. Je me suis préparé mentalement, prêt à tout affronter. Au début, il n'y avait que les images familières de ma maison, les rayons de lumière filtrant à travers les rideaux, et Hugo endormi paisiblement dans son lit. Chaque minute passait sans incident, et je commençais à me détendre, à croire que j'avais peut-être exagéré. Mais alors, juste après minuit, j'ai vu quelque chose qui a fait ma gorge se nouer. Une ombre, légère mais clairement définie, a traversé le champ de la caméra dans le coin de la pièce. J'ai cligné des yeux, croyant à une illusion, mais l'ombre était là, se déplaçant lentement, presque furtivement, vers la chambre de Hugo. Mon cœur s'est arrêté alors que je regardais, paralysé par la peur. Qu'est-ce que c'était? Qui était là? Je me suis mis à avancer dans la vidéo, revoyant chaque seconde, mes mains tremblantes. À cet instant, l'ombre semblait se mouvoir, comme si elle attendait un moment propice pour agir. Je pouvais voir son contour, mais pas ses détails, ce qui rendait la situation encore plus terrifiante. C'était comme si quelque chose d'inexplicable s'était glissé dans notre vie, un spectre que personne ne pouvait voir, mais qui semblait savoir exactement où j'étais. Mes pensées se bousculaient alors que je réalisais que cette ombre n'était pas simplement une anomalie technique. En cherchant frénétiquement à comprendre, je me souvins de la voix que j'avais entendue dans l'enregistrement de l'application. C'était comme si ces événements étaient liés, comme un écho d'une présence que je n'avais jamais vraiment comprise. Le dernier enregistrement que j'ai visionné m'a laissé sans voix. La caméra, fixée sur la porte de la chambre, a capturé un moment horrible. Juste avant que l'ombre ne disparaisse, j'ai entendu un léger chuchotement, presque imperceptible, mais suffisamment distinct pour me glacer le sang. C'était une voix douce et rassurante, mais je savais qu'elle n'était pas là pour me protéger. Elle était là pour observer, pour surveiller, et peut-être même pour attendre. Mon esprit tournait à plein régime. Je devais protéger Hugo à tout prix. Mais comment affronter une menace qui pouvait s'introduire si facilement dans notre vie? Je savais que le danger était plus proche que jamais, et que je n'étais pas prêt à l'affronter. Je ne sais pas ce qui m'a poussé à explorer les recoins les plus sombres d'Internet cette nuit-là. Peut-être l'ennui, peut-être la curiosité maladive, ou peut-être cette sensation inexplicable de vide qui m'habitait depuis des semaines. Quoi qu'il en soit, après des heures à parcourir des forums douteux, des liens cryptés et des sites dont l'existence même semblait illégale, je suis tombé sur quelque chose qui m'a glacé le sang. Le site n'avait pas de nom, juste une page noire avec des liens sans description, mais l'un d'eux a immédiatement capté mon attention. La danse de la mort, disait-il. Je me souviens d'avoir hésité avant de cliquer, une boule dans la gorge, comme si mon instinct me suppliait de fermer l'ordinateur et de ne plus jamais y penser. Mais la curiosité l'a emporté. Lorsque la vidéo a commencé, mon écran s'est éclairé d'une lumière trouble, dévoilant ce qui semblait être un salon ordinaire, presque banal. Un canapé beige, un tapis usé, une lampe à pied qui projetait une lueur jaunâtre. Au centre de la pièce, une femme. Elle était vêtue d'une robe blanche, démodée, et dansait lentement, au rythme d'une mélodie qu'elle fredonnait doucement. C'était une chanson pour enfants, familière et réconfortante, mais dans ce contexte, elle prenait une allure sinistre. Au début, j'ai cru que la femme dansait seule, jusqu'à ce que mon regard se fixe sur ce qu'elle tenait dans ses bras. C'était un corps humain, raide et immobile, enveloppé dans cette posture grotesque, presque comme une poupée abandonnée. Mais ce n'était pas une poupée.
Il y avait quelque chose de terriblement réel dans la façon dont les membres pendaient, dans la couleur grisâtre de la peau et cette odeur de décomposition qui, je jure, semblait percer à travers l'écran. La femme souriait. Un sourire trop large, trop calme pour être naturel, et continuait de chanter, perçant le cadavre, comme si elle consolait un enfant. Le contraste entre la scène domestique banale et ce spectacle macabre me glaçait. Je ne pouvais détourner les yeux, comme pris dans une fascination morbide. Les détails du corps étaient de plus en plus visibles à mesure que la caméra se rapprochait. La rigidité des membres, la peau qui se tendait, comme si elle avait été morte depuis des jours. Elle tournoyait lentement, ses pieds glissant sur le sol comme dans une danse rituelle, et je ne pouvais m'empêcher de remarquer la tendresse dans ses gestes, comme si elle partageait un moment intime avec ce corps en décomposition. Plus elle dansait, plus l'image devenait insupportable. Mais je restais figé, incapable de bouger, comme si une force invisible m'obligeait à continuer à regarder. Mon cœur battait à tout rompre et pourtant je ne pouvais pas quitter la vidéo des yeux. Une partie de moi espérait encore que tout cela n'était qu'une mise en scène, une sorte de performance artistique tordue ou un mauvais film amateur. Mais les détails étaient trop précis, trop réels. La texture de la peau du cadavre, son visage déformé par la mort, cette rigidité glaciale. Rien ne semblait fabriqué. Plus je regardais, plus je sentais que je faisais face à quelque chose d'inexplicablement authentique. Je me souviens avoir essayé de me convaincre que c'était simplement une illusion, un effet spécial. Mais les petits détails me trahissaient. Les taches sombres sur le corps, signe d'une décomposition avancée, les doigts figés dans une position étrange, comme s'ils avaient résisté à la mort. Et puis, il y avait ce regard vide sans vie, qui semblait me fixer à travers l'écran. L'horreur m'envahissait de plus en plus, mais je ne pouvais pas détourner les yeux. C'est à ce moment-là que j'ai remarqué un détail qui m'a glacé le sang encore plus profondément. Le cadavre n'était pas celui d'un adulte, mais celui d'un enfant. Les proportions étaient trop petites, les bras trop fins, les pieds encore en partie chaussés de ce qui ressemblait à de petites chaussettes usées. La femme continuait de sourire, dansant avec ce corps d'enfant comme s'il était encore vivant, insensible à la pourriture qui semblait gagner du terrain à chaque instant. Je sentais mon estomac se nouer, une nausée montait en moi. Mais le pire, c'était cette ambiance. Cette scène grotesque se déroulait dans une tranquillité presque absurde. Pas de cris, pas de terreur visible, juste une femme qui dansait paisiblement avec un cadavre d'enfant, fredonnant une berceuse comme si tout cela était parfaitement normal. C'était cette absence de panique, cette froideur déconcertante qui me terrorisait le plus. Je savais que je ne devais pas continuer à regarder, mais une curiosité malsaine me poussait à en savoir plus. Mon esprit était déchiré entre l'horreur et une étrange fascination. Après avoir fermé la vidéo, je n'ai pas pu m'empêcher de chercher davantage d'informations. Qui était cette femme? Était-ce une blague sinistre ou quelque chose de bien plus sombre? J'avais besoin de comprendre, de savoir pourquoi cette scène si perturbante semblait me hanter. Je me suis plongé dans des forums spécialisés, ceux que l'on ne visite que lorsque l'on est prêt à découvrir l'indicible. Là, je n'étais pas le seul à avoir vu ces vidéos. Plusieurs utilisateurs mentionnaient ce même canal, ce même rituel macabre, qui apparaissait sporadiquement dans les coins les plus obscurs de la Deep Web. Tous avaient vu des choses différentes, mais le fil conducteur était toujours le même. Cette femme, cette danse, et un corps qui changeait à chaque vidéo. Avec chaque nouvel élément que je découvrais, l'angoisse montait. Certains utilisateurs disaient avoir essayé de remonter à la source du contenu, mais à chaque tentative, ils se retrouvaient face à des impasses, des fausses pistes, ou pire encore, des avertissements étranges. Des messages anonymes leur disaient d'arrêter de chercher, que cela ne menait à rien de bon. Mais pour moi, l'obsession avait déjà pris racine. Les nuits suivantes, je me suis enfoncé plus profondément dans cette recherche, allant jusqu'à regarder d'autres vidéos du même canal. Chaque vidéo était plus perturbante que la précédente. Dans certaines, la femme ne dansait plus. Elle se tenait simplement là, près du corps, le regardant fixement. Et dans d'autres, c'était comme si elle savait que je la regardais. Elle fixait la caméra. Et parfois, je pouvais presque jurer qu'elle murmurait des mots.
Les forums s'animaient à chaque nouvelle publication, mais personne ne pouvait trouver une explication. C'est alors que j'ai commencé à me sentir observé. D'abord, c'était une impression fugace, comme si quelqu'un ou quelque chose m'épiait à travers l'écran. Puis, les choses ont empiré. Je recevais des notifications anonymes. Des messages étranges apparaissaient sur mon ordinateur, comme si le site me suivait, ou pire, comme si j'avais franchi une limite dont je ne pouvais plus revenir. Un soir, alors que je me débattais entre le sommeil et l'insomnie, mon téléphone vibra sur ma table de nuit. Une notification. Il était tard, beaucoup trop tard pour recevoir un message. Je jetai un coup d'œil à l'écran, et ce que je vis me fit frissonner d'effroi. C'était une notification provenant du site où j'avais vu les vidéos. Mais je n'avais jamais autorisé de notification provenant de ce site. Un message simple, sans aucun sens. Regarde. Mon cœur battait à tout rompre, et avant même que je ne puisse réagir, mon ordinateur s'alluma tout seul, l'écran illuminant la pièce d'une lueur froide. Il n'y avait aucune fenêtre ouverte, seulement un fond noir avec une barre de recherche vide. Un fichier vidéo se mit soudain à télécharger sans que je ne fasse rien. Je restais figé, la gorge nouée par la terreur. Le nom du fichier n'était qu'une suite de caractères incompréhensibles, mais je savais. Je savais que c'était elle. La vidéo démarra immédiatement. Cette fois, la scène était différente. Il n'y avait plus de salon, plus de danse. La caméra était braquée sur la femme, debout au centre d'une pièce vide, les bras le long du corps. Elle ne souriait plus. Elle me fixait. Ses yeux étaient noirs, vides, mais il y avait quelque chose dans son regard, une sorte de conscience sinistre, comme si elle savait que je la regardais et que je ne pouvais pas m'en détourner. Et puis, doucement, elle commença à murmurer. Je ne pouvais pas comprendre ce qu'elle disait au début, mais progressivement, les mots devinrent clairs. « Je sais qui tu es. » Mon corps se figea. Le son était faible, mais étrangement intime, comme si elle me parlait directement. Elle continuait à murmurer, et ses paroles devinrent de plus en plus personnelles, comme si elle décrivait des détails de ma vie, de ma chambre, de moi. La caméra fit un léger mouvement, révélant un détail derrière elle. Mon estomac se tordit quand je réalisais ce que c'était. Au fond de la pièce, il y avait un reflet familier. Un meuble, une fenêtre, une lampe. C'était mon propre appartement, mon propre salon. La caméra zoomait lentement sur les éléments reconnaissables, me montrant chaque détail de l'endroit où je me trouvais. Elle était là. Puis, d'un coup, l'écran devint noir. Un silence lourd envahit la pièce, interrompu seulement par ma propre respiration saccadée. Et juste avant que je n'ai pu réagir, une dernière phrase résonna, glaciale, presque inaudible. « Je suis à ta porte. » Je me souviens encore du premier email. Au début, je n'y ai pas prêté attention, pensant que c'était une simple tentative de phishing, comme celle que je reçois parfois. L'objet était vague. Une offre que vous ne pouvez pas refuser. Un spam de plus, me disais-je. Pourtant, quelque chose me dérangeait. Je ne pouvais pas dire exactement quoi, mais c'était comme si une petite alarme intérieure venait de se déclencher. Peut-être le ton étrange du message, ou le fait qu'il ait échappé à mon filtre anti-spam. Par curiosité ou imprudence, j'ai cliqué. Le message lui-même était court, mais glaçant. Nous savons ce que vous cachez. Si vous avez besoin de détruire une vie, nous pouvons le faire pour vous. Discrétion garantie. Deep Web. Répondez si intéressé. Je l'ai refermé aussitôt, une boule au ventre. Ils doivent envoyer ça à tout le monde, ai-je pensé pour me rassurer, bien que l'inquiétude commençait déjà à s'installer. Les jours suivants, d'autres emails sont arrivés, de plus en plus personnels. Mon nom complet apparaissait dans les messages, puis des détails sur ma vie quotidienne que seuls mes proches pourraient connaître. L'adresse de mon bureau, le nom de mon ancien lycée, et même le fait que j'avais récemment annulé une commande en ligne. Ça devenait trop précis. Comment pouvait-il savoir tout ça? Je commençais à me sentir observé, traqué. Mon anxiété augmentait à chaque nouvelle notification. J'ai vérifié mon ordinateur pour des signes d'intrusion, mais rien ne paraissait anormal. Pourtant, cette sensation d'être constamment surveillé ne me quittait plus. Mon sommeil en pâtissait. Je passais mes nuits à ressasser ces messages, me demandant qui était derrière cette menace voilée. Le pire, c'était cette petite voix dans ma tête qui chuchotait « Et si c'était vrai ?»
Les emails n'ont pas cessé. Chaque jour, une nouvelle menace subtile, un nouveau détail intime révélé. J'ai finalement cédé à la panique et décidé d'en savoir plus. Je savais que ce serait une erreur, mais mon instinct me poussait à comprendre à quoi j'avais affaire. J'avais entendu parler de la Deep Web, cet endroit sombre où tout pouvait être acheté ou vendu, mais je n'y avais jamais mis les pieds. Jusqu'à ce moment-là. Avec quelques recherches rapides, j'ai trouvé un navigateur spécial pour y accéder. Mon cœur battait à tout rompre lorsque j'ai tapé l'adresse mentionnée dans le dernier email. L'écran est resté noir pendant ce qui m'a semblé une éternité, puis un forum est apparu, simple, sans fioriture. Les titres des discussions étaient un mélange de cybercriminalité, d'offres illégales et de services obscurs. C'était un monde que je ne comprenais pas, mais dont j'avais maintenant la preuve sous les yeux. Je suis tombé sur un fil de discussion qui parlait précisément du service mentionné dans les emails. Le post d'origine était sinistre dans sa simplicité. Nous pouvons planter des preuves, tout ce dont vous avez besoin pour ruiner une vie. En dessous, des dizaines de réponses anonymes, des utilisateurs racontant comment ils avaient utilisé ce service pour piéger des concurrents, des ex-partenaires, même des inconnus. C'était un écosystème de destruction délibérée. Chaque message que je lisais me glaçait un peu plus. C'est alors que j'ai vu un commentaire qui m'a coupé le souffle. L'utilisateur Victor76 a fait un excellent travail pour moi. Aucun problème avec la police. L'homme est maintenant en prison. Victor66. C'était le même pseudonyme que celui utilisé dans les emails que j'avais reçus. Je sentais le sol se dérober sous mes pieds. Je n'étais pas seulement un spectateur. J'étais une cible. Quelques jours après ma découverte sur le forum, les choses ont pris une tournure bien plus sombre. Alors que je rentrais chez moi après une longue journée de travail, j'ai trouvé mon ordinateur déjà allumé. Ce détail, en apparence banal, a suffi à me glacer le sang. J'étais certain de l'avoir éteint en partant le matin. En approchant de l'écran, je me suis figé. Un dossier que je n'avais jamais vu auparavant était ouvert, et son nom seul m'a donné la nausée. Preuve. J'ai cliqué, mes mains tremblantes. À l'intérieur, des vidéos que je ne reconnaissais pas. Leur contenu m'a tout de suite terrifié. Des images sordides, illégales, clairement destinées à incriminer quiconque les possédait. Je n'avais jamais téléchargé de telles choses, mais là, elles étaient sur mon ordinateur, dans un dossier que je n'avais jamais créé. Le pire, c'était la certitude que quelqu'un m'avait choisi pour cette chute. J'étais piégé. Dans ma panique, j'ai immédiatement essayé de supprimer les fichiers. Mon antivirus ne détectait rien, aucune anomalie, mais je savais que tout avait été soigneusement orchestré. Peu importe ce que je faisais, ces fichiers semblaient impossibles à effacer. Chaque tentative de suppression échouait, comme si les vidéos étaient gravées dans le système. Ensuite, l'email est arrivé, presque comme une confirmation de ce que je craignais le plus. Le travail est terminé. Vous êtes le prochain. Je pouvais presque sentir un sourire narquois derrière ces mots. Mes mains tremblaient trop pour taper une réponse. Une autre vague de terreur m'a envahi. Combien de temps avant qu'il ne passe à l'étape suivante? Combien de temps avant que la police débarque chez moi? Les battements de mon cœur résonnaient dans ma tête. J'ai appelé frénétiquement un ami technicien, implorant de l'aide. Mais tout ce qu'il a pu dire, c'était que si les fichiers avaient été plantés par un hacker de la Deep Web, il n'y aurait probablement rien à faire. Ils savent ce qu'ils font, a-t-il murmuré. Le soir suivant, je n'ai pas fermé l'œil. L'angoisse me rongeait, et chaque bruit de la maison me semblait suspect. Les ombres dans ma chambre prenaient des formes menaçantes, et j'étais convaincu que quelqu'un, quelque part, m'observait. À la lumière de l'aube, j'ai décidé de tout faire pour effacer les preuves. J'ai commencé par déconnecter mon ordinateur d'Internet, pensant que cela pourrait au moins ralentir la progression de mon calvaire. Ensuite, j'ai tenté de formater le disque dur, persuadé que cela suffirait à tout effacer. Mais chaque fois que je pensais avoir tout sous contrôle, un message s'affichait, glaçant mon sang, échec de la suppression. C'était comme si le logiciel était devenu un ennemi vivant, anticipant chacune de mes tentatives. J'étais piégé dans un véritable cauchemar. Alors que je commençais à envisager d'appeler la police moi-même, le téléphone a sonné. Mon cœur a raté un battement en voyant le numéro. C'était un appel anonyme.
J'ai hésité, mais une force irrésistible m'a poussé à répondre. Une voix rauque, désincarnée a pris la parole. Vous ne devriez pas avoir essayé d'effacer les vidéos. Vous êtes dans notre jeu maintenant. Le sang m'a quitté le visage. J'ai tenté de parler, mais aucune parole ne sortait. Il savait déjà tout. Je me suis mis à chercher frénétiquement des solutions. J'ai contacté un avocat, pensant que peut-être, juste peut-être, il pourrait me protéger. Mais chaque minute qui passait ne faisait qu'intensifier ma peur. Le téléphone ne cessait de vibrer avec des notifications d'email, chacun annonçant un nouveau coup du sort, une nouvelle menace. Finalement, alors que je pensais avoir trouvé une échappatoire, la porte de ma maison a éclaté sous l'assaut de la police. Ils sont entrés en criant, ordonnant à tout le monde de se mettre au sol. Les larmes me sont montées aux yeux en voyant mon monde s'effondrer. J'ai essayé de leur expliquer, de leur dire que j'étais une victime, mais mes mots se sont noyés dans le tumulte de l'intrusion. À cet instant, j'ai compris que la chasse était terminée. Des mois ont passé depuis ce jour où tout a basculé. Je me retrouve dans une cellule étroite, les murs froids et gris me paraissent comme une prison de béton dans laquelle mon esprit s'enferme. La réalité de ma situation me frappe comme un coup de poing. J'étais un citoyen ordinaire, avec un emploi stable et des rêves, et me voilà ici, accusé de crimes que je n'ai pas commis, enfermé parmi des gens qui ont véritablement fait de mauvaises choses. Les journées s'étirent, chaque minute semble durer une éternité. J'essaie de prouver mon innocence, mais mes tentatives sont vaines. Le dossier contre moi est accablant. Des vidéos illégales sur mon ordinateur, des témoignages de voisins qui affirment m'avoir vu agir de manière suspecte, et même des traces de paiement vers des comptes anonymes que je n'ai jamais autorisés. Je suis devenu le parfait coupable dans une pièce où les preuves parlent plus fort que moi. L'angoisse me ronge jour après jour, me laissant un goût amer d'impuissance. Dans les moments les plus sombres, je pense à ma famille. À quel point je leur ai causé du tort. Je n'étais qu'un pion dans un jeu sordide orchestré par des hackers invisibles. Je suis consumé par la honte et la culpabilité de ne pas avoir su me protéger. Un soir, alors que je scrutais les murs de ma cellule, une notification cryptée est arrivée sur mon téléphone, que j'avais réussi à garder caché. C'était un message simple mais porteur de terreur. Service complet, client satisfait. Mon cœur a cessé de battre un instant. Ils étaient toujours là, me surveillant même depuis ma prison. La menace n'était pas seulement numérique. Elle était personnelle, une ombre qui me suivait partout. À ce moment-là, j'ai réalisé que je n'étais pas simplement un homme condamné, mais une victime d'un système qui pouvait détruire une vie en un clin d'œil. La peur de ne jamais être libre à nouveau m'engloutissait, et j'étais maintenant juste une autre histoire tragique à raconter sur la manière dont la technologie pouvait ruiner des vies. Nous étions un groupe d'amis un peu trop curieux, fascinés par les mystères sombres de la Deep Web. L'un d'entre nous, Thomas, avait entendu parler de sites obscurs où l'on pouvait trouver des choses horribles, des endroits que la plupart des gens n'oseraient jamais explorer. Ce soir-là, assis dans son appartement à la lumière tamisée de son écran, il nous proposa de plonger dans cet univers. Au début, c'était plutôt banal. Des forums conspirationnistes, des discussions sur des théories farfelues, rien qui nous effraie vraiment. Puis, au bout d'une heure de navigation, quelque chose attira notre attention. Un lien. Un simple lien sans titre, caché parmi une liste interminable de fichiers étranges. « Vous avez vu ça ?» demanda Thomas. Il n'y avait aucune description, juste un avertissement de sécurité demandant plusieurs autorisations pour y accéder. Contre toute logique, nous avons tous accepté, poussés par une curiosité malsaine que je ne peux toujours pas expliquer. L'écran s'assombrit pendant quelques secondes. Puis, lentement, le site apparaît. Ce que nous avons vu d'abord ne semblait pas particulièrement inquiétant, juste des blocs de texte étrangement organisés, comme un manuel. Mais dès les premiers paragraphes, l'horreur s'est installée en nous. C'était un guide, un manuel détaillant comment préparer la chair humaine. Chaque ligne décrivait les étapes avec une précision chirurgicale, expliquant quels outils utiliser, où couper, comment éviter les artères pour que la victime reste consciente le plus longtemps possible.
Je pouvais sentir le froid glacial qui envahissait la pièce à mesure que je lisais. Mes mains tremblaient légèrement sur le clavier. Je regardais autour de moi. Les visages de mes amis étaient blêmes. Personne ne disait un mot. C'était comme si nous étions tous figés par l'horreur de ce que nous avions découvert. Le silence pesait lourd dans la pièce, brisé seulement par le bourdonnement du ventilateur de l'ordinateur. Après ce qui m'a semblé être une éternité, Thomas prit une profonde inspiration et scrolla vers le bas. Ce qui apparut alors à l'écran dépassait tout ce que nous aurions pu imaginer. Les schémas anatomiques étaient si détaillés qu'ils semblaient provenir d'un manuel de médecine, mais avec une froideur clinique qui les rendait encore plus terrifiants. Les instructions précisaient exactement comment découper la chair ou insérer les lames pour infliger la douleur maximale sans tuer la victime trop rapidement. Chaque étape du processus était méticuleusement expliquée, allant de l'immobilisation des membres jusqu'à la découpe des organes. Ce n'était pas de la fiction, c'était bien trop précis, bien trop professionnel. Il y avait des recommandations sur l'utilisation de certains types de couteaux, des précautions à prendre pour éviter l'infection si l'on souhaitait conserver la victime vivante pendant plusieurs jours. Ces mots tournaient en boucle dans ma tête. Le manuel était écrit avec un détachement glaçant, comme s'il s'agissait d'une recette de cuisine. Je sentais ma gorge se serrer, mes mains devenant moites. « C'est réel », murmurai-je, à peine capable de parler. Les autres ne disaient rien, mais l'horreur dans leurs yeux parlait pour eux. Nous étions là, confrontés à quelque chose que nous n'aurions jamais dû voir. Et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte. Ce site ne se contentait pas de décrire l'impensable. Il semblait l'encourager, comme si ces actes de barbarie n'étaient pas seulement possibles, mais faisaient partie d'une réalité sinistre, juste sous nos yeux, à portée de quelques clics. Alors que nous nous apprêtions à fermer le site, quelque chose attira l'attention de Thomas. Un lien discret, enfoui dans le texte, proposait du contenu supplémentaire pour les initiés. Malgré la panique qui montait en moi, une part malsaine de curiosité continua de nous pousser à aller plus loin. Thomas, sans réfléchir, cliqua dessus. L'écran clignota une seconde et une nouvelle page s'ouvrit. Cette fois, ce n'était plus des schémas ou des textes. C'était une série de vidéos. Les titres étaient vagues, mais chacun d'entre eux portait une date récente, comme si ces horreurs avaient été enregistrées il y a quelques jours seulement. Le silence dans la pièce devint insupportable. Thomas hésita, mais poussé par le même instinct morbide qui nous avait guidés jusque-là, il lança le premier fichier. La vidéo démarra avec un léger grésillement. L'image était granuleuse, presque comme une vieille cassette VHS, mais il était évident que ce n'était pas une fiction. Une personne était attachée à une table métallique, immobile mais consciente, ses yeux grands ouverts, emplis de terreur. Puis, une silhouette entra dans le cadre, portant un masque chirurgical et des gants. Sans un mot, l'individu commença à découper la peau de la victime avec une précision effrayante. Pas de cris, seulement des gémissements étouffés. Le visage de la personne allongée se tordait de douleur, mais elle ne pouvait pas bouger. Je me sentis nauséeux, un poids écrasant ma poitrine. Et puis, soudain, je gelais. Je connaissais ce visage. La victime était une femme que j'avais vue sur des avis de recherche dans notre ville. Elle avait disparu quelques semaines auparavant, et là, devant mes yeux, elle subissait l'impensable. Je lâchai un cri étouffé, reculant brusquement de l'écran. « Arrête ça, éteins ça !» Mais Thomas, tout aussi horrifié que nous, restait figé, incapable de détacher son regard du carnage qui se déroulait sous nos yeux. Nous venions de franchir une ligne que nous n'aurions jamais dû dépasser. Après ce que nous venions de voir, tout dans l'appartement semblait avoir changé. L'air était devenu lourd, presque étouffant. Les murs semblaient se refermer sur nous, et chaque son, même le plus léger, résonnait avec une intensité terrifiante. Nous étions pétrifiés. Personne ne parlait, mais je savais que nous ressentions tous la même chose. Un danger imminent, quelque chose que nous ne pouvions pas comprendre, mais que nous sentions tout autour de nous. Il fallait partir. Thomas tenta de fermer le site, mais son ordinateur se figea. Rien ne répondait. Il tapait frénétiquement sur les touches, mais l'écran restait bloqué sur la dernière image de la vidéo. « Putain, c'est quoi ce bordel ?» lâcha-t-il d'une voix tremblante.
Ce n'était pas normal. Alors qu'il essayait de forcer l'arrêt de l'ordinateur, un son inhabituel retentit. Un ping de notification. Une nouvelle fenêtre venait de s'ouvrir automatiquement, comme si quelqu'un ou quelque chose contrôlait notre session. C'était une boîte de dialogue avec un message écrit en lettres capitales. « Nous savons qui vous êtes. » Le sang se glaça dans mes veines. Comment pouvait-on savoir que c'était nous? C'était pas seulement une menace vide, c'était une certitude. Et ce n'était que le début. Un autre message s'afficha presque immédiatement. « Nous vous surveillons. » Le silence fut brisé par une série de vibrations. Nos téléphones. Chacun de nous reçut simultanément des notifications avec des messages anonymes. Le premier disait « Vous avez vu trop de choses », suivi d'un autre « Maintenant vous êtes à nous ». C'était réel. Nous étions piégés. À ce moment-là, nous avons tous réalisé que ce site n'était pas un simple coin sombre de l'Internet. C'était un piège, et nous étions tombés dedans. L'idée que quelqu'un pouvait être en train de nous observer, de suivre chacun de nos mouvements, nous fit perdre pied. Je jetai un coup d'œil vers la fenêtre, soudainement paranoïaque, m'attendant à voir quelqu'un en bas de la rue, observant depuis l'ombre. Et puis, une idée terrifiante s'imposa. Ce site ne surveillait pas seulement notre écran, il surveillait nous, en temps réel. Le chaos dans l'appartement devint incontrôlable. Thomas était toujours penché sur son clavier, essayant désespérément de reprendre le contrôle de son ordinateur, tandis que les autres se tournaient frénétiquement vers leur téléphone, suppliant pour que les messages s'arrêtent. Mais chaque nouvelle notification apportait un sentiment de terreur encore plus profond. Les messages devenaient de plus en plus personnels. Nous savons où vous vivez. Vous ne pouvez pas fuir. Je sentais la panique monter en moi. Mes mains tremblaient si fort que j'eus du mal à déverrouiller mon téléphone. Mon cœur battait si fort que j'avais l'impression qu'il allait exploser. Il fallait que je sorte d'ici, que je m'éloigne de ce cauchemar numérique. Mais au moment où je me dirigeais vers la porte, une nouvelle notification apparut sur mon écran. Cette fois, elle montrait une photo. C'était une image de nous, dans l'appartement, prise à cet instant précis. On y voyait clairement chacun de nous, figé dans la terreur, avec moi debout près de la porte. Je reculais d'un pas, complètement paralysé. Comment? D'où venait cette photo? Qui l'avait prise? C'était comme si quelqu'un se trouvait à l'intérieur, juste derrière nous, à nous observer dans l'ombre. Thomas lâcha un cri de panique et je me tournai pour voir l'écran de son ordinateur. La vidéo avait repris, mais cette fois, ce n'était pas une inconnue sur la table. C'étaient nos visages qui apparaissaient à l'écran, montés les uns après les autres, comme une sorte de catalogue morbide. Puis, l'image d'une pièce sombre apparut. Une pièce qui ressemblait étrangement à notre appartement. Les murs, les meubles, tout était identique. Une table de métal trônait au milieu et une silhouette masquée se tenait à côté, prête à nous découper en morceaux, exactement comme dans le manuel que nous avions lu. Je me précipitai vers la porte et l'ouvris avec fracas. « On doit partir, maintenant !» hurlai-je. Les autres se levèrent précipitamment, mais au moment où nous sortions de l'appartement, une dernière notification s'afficha sur tous nos téléphones. « On se voit bientôt. » La nuit suivante, je ne dormis pas. Aucune de mes tentatives pour oublier ces images ou pour me convaincre que tout cela n'était qu'une mauvaise blague ne fonctionna. Chaque bruit me faisait sursauter. Chaque ombre me semblait menaçante. Et quelque part, je savais que ce n'était pas fini. Nous avions plongé trop profondément dans les ténèbres de la Deep Web, et maintenant, quelque chose nous avait trouvés. Je me souviens de cette nuit où, par curiosité malsaine, j'ai décidé de m'aventurer une fois de plus sur la Deep Web. J'avais toujours été fasciné par les recoins sombres d'Internet. Ces marchés clandestins où l'on peut trouver des choses inimaginables. Certains y vont pour chercher des armes, d'autres pour des substances illicites. Moi, je cherchais ce qui me faisait frissonner, des objets étranges et dérangeants. Je ne m'attendais pas à tomber sur quelque chose d'aussi macabre ce soir-là. En naviguant d'un lien à l'autre, je suis tombé sur une annonce qui m'a glacé le sang. Un kit de vasectomie DIY, vendu pour seulement $20. Au début, je pensais que c'était une mauvaise blague, mais la description était bien trop détaillée pour cela.
Le kit contenait tout ce dont on aurait soi-disant besoin pour réaliser la procédure chez soi, sans anesthésie. Les outils étaient décrits comme simples à utiliser, même pour quelqu'un sans aucune expérience médicale. Il y avait des pinces, des scalpels, et même des aiguilles qui, d'après l'annonce, ressemblaient à celles utilisées par les dentistes dans les années 90. Tout cela me semblait si grotesque, si absurde, que j'ai décidé, sans réfléchir, de passer commande. Non pas pour l'utiliser, bien sûr, mais par pure curiosité. Une part de moi voulait voir si cela pouvait vraiment exister. Comment quelqu'un pouvait-il imaginer faire une telle chose à domicile, avec des outils aussi rudimentaires? En cliquant sur le bouton d'achat, j'ai ressenti une étrange excitation mêlée d'un léger malaise. Mais je n'aurais jamais pu imaginer à quel point cette décision allait me hanter. Quelques jours plus tard, le kit est arrivé. Il était emballé dans un simple enveloppe brune, sans étiquette ni adresse identifiable, comme si celui qui l'avait envoyé voulait disparaître. Lorsque je l'ai pris en main, j'ai immédiatement ressenti une sensation de malaise. L'enveloppe dégageait une odeur métallique, légèrement âcre, comme un mélange de rouille et de désinfectant. J'ai hésité avant de l'ouvrir, mais la curiosité l'a emporté sur la prudence. À l'intérieur, je trouvais exactement ce qui avait été décrit. Des outils qui, à première vue, semblaient tout droit sortis d'une trousse médicale d'un autre siècle. Il y avait des pinces, de petites lames émoussées et des aiguilles qui avaient clairement vu des jours meilleurs. Le métal était terni, taché par endroits, et certaines parties semblaient rouillées. Le plus perturbant était le morceau de papier froissé qui accompagnait les outils. Ce n'était pas une notice médicale, loin de là. C'était plutôt un ensemble de directives vagues, comme si quelqu'un, avec une totale désinvolture, avait griffonné ses instructions à la hâte, sans aucun souci de précision ou de sécurité. Je me souviens d'avoir lu ces lignes avec un mélange d'horreur et de fascination. Chaque étape du processus était décrite avec une froideur clinique, comme si on expliquait comment changer une roue, et non pas comment s'infliger une intervention chirurgicale sans anesthésie. Les mots me paraissaient de plus en plus lourds à mesure que je comprenais l'ampleur de ce que je tenais entre mes mains. Le malaise monta en moi alors que j'examinais chaque outil. Il n'y avait aucun moyen pour qu'un tel kit soit réellement fonctionnel, encore moins sûr. Pourtant, le simple fait qu'il existe, qu'il soit vendu à n'importe qui pour $20, me fit frissonner. Je rangeai rapidement le kit dans un tiroir, décidant de l'oublier comme s'il s'agissait d'une blague macabre à laquelle j'avais déjà trop prêté attention. Mais ce soir-là, en refermant ce tiroir, je ne savais pas encore que j'avais déjà ouvert une porte que je ne pourrais plus refermer. Les jours qui suivirent, je tentais d'oublier le kit. J'évitais le tiroir où je l'avais rangé, essayant de me convaincre que ce n'était qu'une simple curiosité malsaine que j'avais satisfaite. Mais peu à peu, une sensation étrange s'installa, une sorte de paranoïa subtile. Tout commença par des petits détails. Des bruits à peine audibles dans l'appartement, une porte qui semblait s'être ouverte toute seule. Des objets déplacés que je ne me souvenais pas d'avoir touchés. Puis vinrent les emails. Je commençais à recevoir des messages étranges, envoyés d'adresses anonymes et chiffrées, des adresses que je n'avais jamais vues auparavant. Le premier email contenait simplement le titre « Ne l'oublie pas ». Aucun contenu. Juste ces mots glaciaux. Je supprimais le message, pensant que c'était du spam, un hasard. Mais les emails continuèrent à arriver, chaque fois plus inquiétants. L'un d'eux détaillait avec une précision troublante comment utiliser les outils du kit pour un usage alternatif. Il expliquait, dans des termes cliniques mais sinistres, comment infliger de la douleur, comment désensibiliser certaines parties du corps avec des méthodes archaïques, et même comment s'assurer que la personne traitée ne pourrait pas bouger. C'était morbide, dérangeant, et surtout, ça semblait personnel. Comme si quelqu'un observait mes réactions, comme s'il savait exactement ce que je détenais. Le malaise devint rapidement insupportable. Chaque nuit, j'avais l'impression que quelque chose clochait dans mon appartement. J'entendais des grincements dans les murs, des pas dans le couloir, alors que je vivais seul. À plusieurs reprises, je me suis levé en sursaut pour vérifier ma porte d'entrée, persuadé que quelqu'un avait tenté de forcer la serrure. Mais à chaque fois je ne trouvais rien.
C'est quand je décidais de me débarrasser du kit que les choses prirent une tournure encore plus inquiétante. Je l'emballais dans un sac et allais le jeter dans une benne à plusieurs pâtés de maison. Pourtant, le lendemain, en ouvrant mon tiroir par réflexe, je le retrouvais là, exactement à l'endroit où je l'avais rangé la première fois. Mon cœur se serra et une vague de peur pure m'envahit. Cette nuit-là, une angoisse sourde m'empêcha de trouver le sommeil. Chaque bruit semblait résonner dans le silence de mon appartement comme un tambour battant, et l'ombre des meubles prenait des formes étranges sous la lumière vacillante de ma lampe de chevet. Je savais que quelque chose n'allait pas, mais je ne pouvais pas mettre le doigt dessus. Soudain, un bruit sourd provenant de ma salle à manger me fit sursauter. Le cœur battant la chamade, je me levai, hésitant entre la curiosité et la peur. J'avançais lentement, chaque pas résonnant comme un cri dans le silence. En passant le couloir, je fus frappé par un froid glacial, comme si l'air avait été aspiré de la pièce. Quand je franchis le seuil de la salle à manger, je restai figé sur place. Les outils du kit étaient étalés sur ma table, soigneusement disposés comme s'ils attendaient d'être utilisés. Mon cœur s'emballa et je reculai instinctivement. Le scalpel scintillait sous la lumière et je me rappelais des instructions effrayantes que j'avais lues. Je n'avais pas rêvé. Quelqu'un était ici, dans mon appartement. Dans un coin de la pièce, mon ordinateur était allumé, diffusant une vidéo de la Deep Web. L'écran montrait un individu masqué, réalisant le même type de procédure que celle décrite dans les instructions du kit. Je ne pouvais pas croire ce que je voyais. La voix calme et monotone du narrateur expliquait chaque étape avec une détresse inouïe, alors que la personne sur l'écran souffrait visiblement, sans aucune anesthésie. C'était comme un cauchemar devenu réalité. Je me retournais pour fuir, mais je réalisais que les portes étaient bloquées. Mon esprit tourbillonnait dans un océan de terreur. Je n'étais pas seul. Dans l'ombre, je perçus une silhouette encapuchonnée, immobile, tenant l'une des pinces du kit. Ses yeux brillaient d'une lueur malsaine dans la pénombre, et je sentis une montée de panique irrépressible. La figure ne bougea pas, mais je savais qu'elle savait que j'étais là. J'avais déjà essayé de me défaire de ce kit maudit, mais maintenant il semblait que le kit m'avait trouvé, que quelqu'un avait décidé de transformer ma curiosité en un cauchemar vivant. Je réalisais que ma seule option était de fuir, mais je savais que ce ne serait pas si simple. Avec un dernier sursaut de panique, je décidai de faire un mouvement vers la cuisine, espérant que la porte de service pourrait être ma voie d'évasion. Je contournai la table, les yeux rivés sur cette silhouette effrayante qui semblait me suivre du regard. Chaque pas résonnait comme un écho lugubre dans la pièce. Je pouvais sentir la sueur couler le long de mon dos, la terreur me rendant presque paralysé. Quand j'atteignis la cuisine, je m'aperçus que la porte était fermée à clé. Je poussai désespérément contre la poignée, mais rien ne bougea. Je me retournai rapidement, espérant encore une fois que l'inconnu n'avait pas avancé. À ma grande horreur, il était désormais juste derrière moi. La présence de cette personne me glaçait le sang. Son silence était plus terrifiant que n'importe quel cri. Je cherchais un moyen de me défendre, un couteau peut-être, mais je réalisais que je n'étais pas dans un film d'horreur. Je ne pouvais pas compter sur une arme à portée de main, et l'idée de me battre contre cette créature me terrifiait davantage. Je regardais autour de moi, mes yeux se posant sur la fenêtre. Elle était fermée, mais une brise fraîche semblait me murmurer d'agir. Je fis un pas en arrière, feignant une attaque pour la distraire. Dans un mouvement brusque, je me retournai et me précipitai vers la fenêtre. Je l'ouvris avec fracas, l'air frais de la nuit m'assaillant le visage. Mais alors que je m'apprêtais à sauter, une main saisit fermement mon épaule. Je me retournai en criant, mais la silhouette ne dit rien, ne bougea pas. C'est alors que je réalisai que je n'étais pas le seul à être terrifié. La peur se lisait dans les yeux de l'individu masqué. Dans un murmure rauque, il me chuchota. « Tu ne peux pas fuir. Tu es déjà trop impliqué. » Ces mots résonnèrent dans ma tête comme une sentence de mort. Je compris alors que ma curiosité avait des conséquences terribles et que le kit de vasectomie DIY n'était qu'un prélude à un cauchemar bien plus profond. Je savais que je ne pouvais plus fuir, que j'étais piégé dans un jeu sordide dont je ne comprenais pas encore toutes les règles. L'inconnu m'attira vers l'intérieur,
Et alors que je me débattais, la réalité de ma situation s'imposa à moi. J'étais à la merci de quelqu'un qui savait exactement comment transformer mes pires craintes en réalité. Salut tout le monde, j'espère que vous avez kiffé les histoires d'aujourd'hui. Si c'est le cas, pensez à mettre un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer. Dites-moi en commentaire quelle histoire vous avez préférée ou ce qui vous a le plus marqué. J'adore savoir ce que vous en pensez. Et avant de partir, n'oubliez pas de jeter un œil aux vidéos qui apparaissent à l'écran. Vous allez sûrement adorer. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.